Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous lire la deuxième partie de ma lecture de La Destinée des Nations de Alice Ann Bailey, qui est un ouvrage, mais comme tous ces ouvrages d'ailleurs, indispensable pour comprendre le nouvel âge, au sens large du terme, et pour comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui. Je généralise. Il y a aujourd'hui dans l'Église des hommes qui expriment le Christ vivant au sens le plus vrai. Ils relèguent la théologie et l'autorité à leur juste place et regardent les discussions théologiques comme une gymnastique mentale, peut-être nécessaire comme une incitation à penser, mais ils ne les considèrent pas comme des facteurs conditionnants, déterminant le salut de l'homme. Ils savent que le salut de l'homme est déterminé par le processus de l'évolution et que ce n'est pas une question d'achèvement ultime, mais simplement une question de temps. Ils savent que la vie qui est en l'homme amènera finalement à son but et que les expériences et le type d'incarnation le conduiront inévitablement au ciel qu'il désire. Son salut ne dépend pas de l'acceptation de tel ou tel dogme, formulé par des hommes qui ont perdu le sens des proportions, et donc le sens de l'humour, et se jugent capables d'interpréter la pensée de Dieu pour leurs semblables. Il faudrait rappeler ici qu'il y a des attributs divins, ou des caractéristiques des rayons qui jusqu'à maintenant n'ont jamais été révélés à l'esprit des hommes ou pressentis par eux dans leur plus haut moment d'inspiration. Ceci est dû au manque de sensibilité des fils des hommes, même les plus avancés. Leur appareil sensoriel n'est pas suffisamment développé, et pour cette raison, il est incapable de réagir à ces qualités divines supérieures. Le Christ lui-même, ainsi que d'autres membres de la Grande Loge Blanche, se préparent à enregistrer ces attributs divins et à s'incorporer consciemment à un processus évolutif plus haut. Il vous paraîtra évident que les petites conclusions des esprits étroits constituent aujourd'hui un des facteurs les plus dangereux dans les affaires mondiales. Il vous apparaîtra aussi comment l'expression supérieure et l'expression inférieure d'un rayon sont étroitement en rapport l'une avec l'autre, et combien facilement l'expression supérieure perd son emprise et l'expression inférieure entre en manifestation, chose que l'évolution doit finalement ajuster. Il est plus difficile de distinguer l'une de l'autre, l'expression supérieure et l'expression inférieure du septième rayon de l'ordre cérémoniel, car ce rayon est seulement en voie de se manifester, et nous ne savons pas encore quelles en seront les expressions prédominantes, aussi bien supérieures qu'inférieures. Les réactions humaines entrent en ligne de compte, et comme je l'ai dit auparavant, les maîtres eux-mêmes ne peuvent prévoir quels seront les résultats de l'impact des forces, ni ce qui en ressortira, bien qu'ils puissent fréquemment déterminer les événements probables. Si je vous dis que l'expression supérieure du septième rayon est la magie blanche, comprenez-vous réellement ce que cela signifie? Je me le demande. Avez-vous une idée juste de ce que l'on entend par ces deux mots? J'en doute. En réalité, la magie blanche est le pouvoir que possède le travailleur entraîné, l'exécutant, de rassembler en une synthèse constructive le dedans et le dehors. Il est plus difficile de distinguer l'une de l'autre, l'expression supérieure et l'expression inférieure du septième rayon de l'ordre cérémoniel, car ce rayon est seulement en voie de se manifester, et nous ne savons pas encore quelles en seront les expressions dominantes, prédominantes, aussi bien supérieures qu'inférieures. Les réactions humaines entrent en ligne de compte, et comme je l'ai dit auparavant, les maîtres eux-mêmes ne peuvent prévoir quels seront les résultats de l'impact des forces, ni ce qui en ressortira, bien qu'ils puissent fréquemment déterminer les événements probables. Si je vous dis que l'expression supérieure du septième rayon est la magie blanche, comprenez-vous réellement ce que cela signifie? Je me le demande. Avez-vous une idée juste de ce que l'on entend par ces deux mots? J'en doute. En réalité, la magie blanche est le pouvoir que possède le travailleur entraîné, l'exécutant, de rassembler en une synthèse constructive le dedans et le dehors, de sorte que ce qui est en bas soit, d'une façon reconnaissable, construit sur le modèle de ce qui est en haut. Alors, petite parenthèse, ça rejoint la maxime as above, so below, en anglais. En français, ça donne ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, donc une maxime d'Hermès Trismégiste. C'est cette tâche suprême de réunir, conformément au dessein immédiat et au plan et aux bénéfices de la vie évoluant dans chaque cycle mondial particulier, 1. L'esprit et la matière, 2. La vie et la forme, 3. L'ego et la personnalité, 4. L'expression, l'âme et son expression extérieure, 5. Les mondes supérieurs d'Atma Buddhimana et leurs reflets inférieurs, nature mentale, émotionnelle et physique, 6. La tête et le cœur, par la sublimation des énergies des plexus sacrés et solaires, 7. Les plans éthériques astral et le plan physique dense, 8. Les niveaux d'existence subjective intangibles et les mondes extérieurs tangibles. Telle est la tâche du magicien blanc,
Et malgré le fait que le processus évolutif devienne toujours plus compliqué et complexe, il en aura néanmoins une compréhension plus précise, plus rapide et plus adéquate. Donc tout ce qui conduit au développement de la sensibilité et à l'élargissement de la conscience fait partie du travail du magicien blanc, comme tout ce qui tend à produire de meilleures formes à travers lesquelles le divin principe de vie puisse s'exprimer, ainsi que tout ce qui sert à rendre moins opaque ou à déchirer le voile entre les mondes où vivent, se meuvent et travaillent ceux qui n'ont plus de corps physique et les mondes de la forme extérieure. Tous ces genres de travail sont toujours en cours, mais jamais autant qu'à notre époque, en raison de l'entrée en manifestation du rayon de magicien blanc et noir, le 7e rayon. D'où la rapide croissance du sens de l'omniprésence et la reconnaissance de l'inexistence du temps par rapport à la réalité. La découverte et l'usage de la radio et des nombreux moyens de communication, ainsi que le développement des échanges télépathiques, ont grandement contribué à cette réalisation. L'entrée en manifestation du 7e rayon a eu aussi d'autres résultats tels que a. La diffusion de l'éducation qui élargit l'horizon de l'homme et lui ouvre de nouveaux champs d'investigation et d'exploration. B. La rupture des limitations dues aux vieilles formes par l'invocation de la force du premier rayon qui a toujours agi par l'intermédiaire du 7e rayon, les règnes de la nature ne pouvant encore supporter l'énergie du premier rayon à l'état pur. C. Le vif intérêt suscité par les recherches sur la vie après la mort et l'apparition des nombreux groupes qui étudient la survie et les probabilités d'immortalité. D. L'apparition des mouvements spirites modernes. Ceci est un effort direct de l'entrée en manifestation du 7e rayon. Le spiritisme était la religion de la vieille Atlantide et le 7e rayon a dominé cette ancienne civilisation pendant une très longue période de temps, surtout durant la première moitié de son existence, de la même manière que le 5e rayon domine avec puissance l'âge arien et notre race. La véritable nature de la mort et de l'au-delà se révélera par le développement correct du spiritisme, suivant des directives psychologiques et après suppression de l'importance donnée au phénomène, ce qui est aujourd'hui sa principale caractéristique. Mais c'est relativement au spiritisme que je peux le mieux illustrer l'expression inférieure des influences du 7e rayon. Comme vous le savez, le travail du 7e rayon consiste à relier la vie et la forme, mais lorsque l'accent est mis sur l'aspect forme, le mauvais procédé en découle, ouvrant ainsi la voie au travail du magicien noir, dont les objectifs entrent indûment en jeu. C'est ce qui est arrivé dans le cas du mouvement spirit. Les recherches de ces investigateurs sont tournées vers l'aspect forme, et ces adhérents s'attachent à la satisfaction de leurs désirs émotifs, encore relatifs à la forme, de sorte que le mouvement risque de perdre sa véritable raison d'être. Le spiritisme, sous son aspect inférieur et matériel, est l'expression la plus basse du 7e rayon. Il est, pour les masses, la ligne de moindre résistance et par conséquent sans grande importance spirituelle pour leur développement évolutif. Aujourd'hui, les masses ont une conscience atlantéenne et n'entrent que lentement dans le point de vue arien. Ceci doit changer et l'activité mentale doit rapidement être intensifiée et rehaussée. Sinon, le vrai spiritualisme ne pourra trouver une expression adéquate. Et par l'actuel mouvement spirit, les forces et les entités les plus indésirables peuvent être attirées dans notre monde. L'attitude négative de la plupart de ceux qui sont intéressés par le spiritisme, et celle plus négative encore de la majorité des médiums, ouvre la porte à de très réels dangers. Heureusement, il existe parmi les cercles spirites un mouvement qui cherche à parer à ce danger et à remplacer l'actuel engouement pour les phénomènes par une juste compréhension des valeurs réelles. Le sujet est trop vaste pour que je le traite ici, sauf pour illustrer le point que je cherche à rendre clair. Cependant, je voudrais ajouter cette suggestion. Si au lieu de chercher des médiums en transe, les organisations en rapport avec les mouvements spirites et les sociétés de recherche psychique recherchaient les personnes qui sont naturellement sensibles, ainsi que celles qui ont le don de clairaudience et de clairvoyance, et étudieraient leurs facultés, leurs réactions, leurs paroles et leur mode de travail, elles feraient des découvertes intéressantes et seraient mieux renseignées sur certains pouvoirs naturels de l'homme. Ces pouvoirs sont demeurés en suspens pendant la période où le développement mental était l'objectif. L'humanité les partage avec deux grands groupes de vie, les membres de la hiérarchie et le règne animal. Réfléchissez à cela. Si donc ces sociétés concentraient leur attention sur les psychiques intelligents et mentalement focalisés, et se désintéressaient complètement de tout ce qui est basé sur l'état de transe, il y aurait bientôt des révélations. L'état de transe est indésirable. Il sépare le médium de son âme et le relègue définitivement dans le domaine des forces négatives, matérielles et non contrôlées. Ce développement, toutefois, rencontrera l'opposition des forces de la matérialité qui chercheront à l'empêcher si possible, car dès que l'on possédera une connaissance positive et intelligente du monde au-delà du voile, la peur de la mort cessera, et avec elle disparaîtra l'aspect prépondérant du pouvoir et de l'emprise que ces forces exercent sur l'humanité. Si vous avez bien suivi ce qui précède,
deux points émergeront clairement dans votre esprit et se rapporteront à l'activité initiale et immédiate du sixième et du septième rayon. 1. Des groupes entiers de personnes deviennent de plus en plus sensibles aux influences soit du sixième, soit du septième rayon, ce qui suscite entre ces groupes un antagonisme inévitable. Cet antagonisme atteint maintenant une échelle mondiale en raison du développement de la sensibilité de la race, et là est le problème. Cela est à la base du conflit idéologique actuel comme de l'opposition entre les vieilles traditions héritées et les anciennes formes de civilisation, de gouvernement, de religion d'une part, et les nouvelles conceptions d'autre part. Celles-ci devraient inaugurer le nouvel âge. Elles révolutionneront nos vies modernes avec ces valeurs. Les anciennes idées n'occuperont pas plus de place dans notre conscience que n'en occupe aujourd'hui celle qui gouvernait l'humanité il y a 1000 ans. 2. La situation se complique encore du fait que l'influence de ces deux rayons s'exerce comme toujours de deux façons. Elle se manifeste sous un aspect inférieur et un aspect supérieur, ce qui correspond à l'expression de la personnalité et de l'ego en chaque être humain. Dans le cas du rayon dont l'influence se retire, la forme supérieure, qui est toujours la première à se manifester en germe, disparaît rapidement ou bien est absorbée par le nouvel idéalisme, contribuant ainsi à tout ce qu'il y a de meilleur dans la nouvelle présentation de la vérité, afin que la culture qui émerge soit convenablement enracinée dans l'ancienne. Cependant, les formes inférieures sont tenaces, dominantes, et constituent aujourd'hui le problème principal de la hiérarchie, cela au point que l'appel et l'énergie du premier rayon, ou force du Shambhala, est devenu nécessaire pour effectuer leur destruction. Ayez cela présent à l'esprit lorsque vous étudiez la situation mondiale. Les formes inférieures de l'expression du septième rayon sont encore à l'état embryonnaire. Ceci vous apparaîtra clairement si vous considérez le cas que je vous ai donné comme exemple, le mouvement spirit. Il ne commença à prendre forme qu'au cours du siècle dernier et n'atteignit sa croissance particulièrement phénoménale que pour avoir débuté sur le continent américain. Le territoire où se trouvent aujourd'hui les États-Unis d'Amérique fut le centre de l'ancienne Atlantide. De ce fait, ce pays a hérité du psychisme caractérisant l'ancienne forme de religion qui fut puissamment vivante pendant des siècles dans cette partie du monde. En dépit de ces faits, l'énergie supérieure et plus vivante du septième rayon est des plus actives en ce temps. Son idéalisme et les concepts du nouvel âge qui en découlent influencent la pensée des êtres les plus sensibles, préparant l'humanité pour ce grand changement si nécessaire. Le travail du rayon de l'ordre cérémoniel est de fixer ou de rendre physiquement visibles les résultats de l'assemblage de l'esprit et de la matière. Sa fonction est de revêtir l'esprit de matière en produisant ainsi la forme. 2. Les rayons et les nations. Relativement à cet exposé sur ce qui gouverne et influence les nations dirigeantes du monde, l'étudiant ferait bien de se rappeler qu'aujourd'hui elles sont toutes conditionnées en premier lieu par la loi des clivages. Cependant, des groupes d'avant-garde en chaque nation commencent à réagir à la loi de compréhension. C'est cette loi qui en fin de compte fera prévaloir l'éternelle fraternité des hommes et l'identité de toutes les âmes avec l'âme suprême. Ceci sera reconnu par la conscience raciale ainsi que l'unité de la vie qui pénètre, anime et intègre le système solaire tout entier. Cette vie fonctionne dans et à travers tous les systèmes planétaires, dans tous les règnes de leur forme, et avec tout ce qu'inclut l'expression « vie de la forme ». Cette phrase contient 3 idées fondamentales, les idées de vie, de forme et d'évolution. Le fonctionnement de la loi de compréhension aimante sera grandement facilité et accéléré pendant l'ère du Verseau, qui fait l'objet de notre étude. Plus tard, il en résultera le développement d'un esprit international englobant le monde entier, la reconnaissance de l'unique foi universelle en Dieu et en l'humanité en tant qu'expression majeure de la divinité sur la terre et le transfert de la conscience humaine du monde des choses matérielles au monde plus purement psychique. Avec le temps, cela conduira inévitablement au monde des réalités spirituelles. Il faudrait se rappeler que, pour l'humanité évoluée, ces expansions de conscience seront reconnues dans l'ordre suivant. 1. Le monde de l'existence psychique, cela requiert la reconnaissance par la conscience cérébrale de la nécessité du contrôle mental et spirituel comme premier pas. 2. Le monde de l'épanouissement mental. 3. Le monde de l'âme ou ego, l'homme individuel. Quand ces reconnaissances seront établies dans la conscience de l'aspirant, alors viendra la reconnaissance par le disciple du maître qui doit le guider. 4. Le contrôle de la vie du plan physique par l'âme. 5. Le fonctionnement et l'utilisation des pouvoirs psychiques, leur place et leur rôle dans le domaine du service intelligent. 6. La faculté d'interprétation du mental illuminé. 7. Une vie créatrice inspirée sur le plan physique. Le processus du développement de la conscience raciale ne suit pas nécessairement les 7 étapes indiquées plus haut, ni leur ordre de succession. Ceci est dû à la stimulation de l'aspect forme et à sa sensibilité accrue par la radiation croissante et la puissance dynamique du nouveau groupe de serviteurs du monde.
Il se compose de ceux qui ont passé ou passent par les stades d'aspirants et de disciples, apprenant ainsi à servir. Le développement psychique dans les masses va de pair avec le développement spirituel de l'humanité plus avancée. Cela se voit partout de nos jours, sur une large échelle, et ceci explique le développement prodigieux du mouvement spirit et l'énorme accroissement des pouvoirs psychiques inférieurs. La vieille magie atlantéenne et le psychisme inférieur réapparaissent parmi les hommes, ainsi le veut le retour des cycles sur la grande roue de la vie, mais cette fois il peut en résulter du bien si les disciples mondiaux et les personnes à tendance spirituelle sont à la hauteur de l'opportunité qui leur est offerte. Il y a aujourd'hui des milliers d'êtres humains qui commencent à répondre à l'influence de cette loi de compréhension aimante. Dans chaque nation, nombreux sont ceux qui réagissent à la plus large et synthétique note fraternelle, mais les masses ne comprennent encore rien à cela. Elles doivent être conduites dans la bonne voie graduellement par le développement croissant de la compréhension juste chez leurs propres compatriotes. Souvenez-vous de cela, vous tous qui travaillez à amener dans le monde la paix, les justes relations humaines, l'harmonie et la synthèse. Tout comme les êtres humains, les grandes nations sont contrôlées par deux rayons. Nous laisserons de côté les petites nations. Toutes les nations sont contrôlées par un rayon de la personnalité qui est, au temps présent, le puissant facteur dominant et par un rayon de l'âme qui n'est perçu que par les disciples et les aspirants de chaque nation. L'une des tâches, l'un des objectifs essentiels du nouveau groupe de serviteurs du monde est d'évoquer l'activité croissante de ce rayon de l'âme. C'est ce qu'il ne faut jamais perdre de vue. Il y aurait beaucoup à dire au sujet de l'influence historique des rayons pendant les 2 derniers millénaires et sur la façon dont les grands événements ont été provoqués par l'influence périodique d'un rayon. Malgré l'intérêt des indications que cela fournirait sur l'orientation actuelle de chaque nation et sur ses problèmes, tout ce que je puis faire maintenant est d'indiquer les énergies que régissent chaque nation, vous laissant le soin d'étudier et de noter leurs effets, ainsi que de comprendre leur rapport avec la condition présente du monde. Je voudrais signaler une chose. Les rayons qui gouvernent une nation particulière et qui sont actuellement à l'œuvre sont très puissants, soit matériellement, soit égoïquement. Il se pourrait que quelques-uns des problèmes soient dus au fait que certains rayons, gouvernant certaines nations, ne sont pas actifs en ce moment. Une analyse serrée de ce qui suit révélera certaines lignes de compréhension possibles entre les races. Un rapport naturel est indiqué par leur actuel rayon de la personnalité entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Cependant, l'on peut voir aussi un rapport entre la France et la Grande-Bretagne par leur devise ésotérique nationale et par leurs 2 symboles. Alors, donc là il y aura les caractéristiques par nation, rayon de la personnalité, rayon de l'âme et devise nationale. Inde, rayon de la personnalité, 4e rayon de l'harmonie par le conflit. Rayon de l'âme, 1er rayon du pouvoir. Devise nationale, je cache la lumière. Chine, 3e rayon de l'intelligence. Rayon de l'âme, 1er rayon du pouvoir. Devise nationale, j'indique la voie. Allemagne, 1er rayon du pouvoir. Rayon de l'âme, 4e rayon de l'harmonie par le conflit. Devise nationale, je préserve. France, 3e rayon de l'intelligence. Rayon de l'âme, 5e rayon du savoir. Devise nationale, je dispense la lumière. Grande-Bretagne, 1er rayon du pouvoir. 2e rayon de l'amour. Devise nationale, je sers. Italie, 4e rayon de l'harmonie par le conflit. 6e rayon de l'idéalisme. Devise nationale, je fraye les chemins. États-Unis, 6e rayon de l'idéalisme. 2e rayon de l'amour. Devise nationale, j'éclaire la voie. Russie, 6e rayon de l'idéalisme. 7e rayon de l'ordre. Devise nationale, je relie 2 voies. Autriche, 5e rayon du savoir. 4e rayon de l'harmonie par le conflit. Je sers la voie illuminée. Espagne, 7e rayon de l'ordre. 6e rayon de l'idéalisme. Je disperse les nuages. Brésil, 2e rayon de l'amour. 4e rayon de l'harmonie par le conflit. Je cache la semence. Le symbole de la France est la fleur de lys qu'elle adopta divinement guidée il y a des siècles et qui représente les 3 aspects divins en manifestation. Sous la même inspiration divine, la Grande-Bretagne choisit les 3 plumes figurant dans les armes du prince de Galles. L'action conjointe du 3e rayon de l'intelligence active et du 5e rayon de la compréhension scientifique explique l'étincelant et brillant intellect français et ses tendances scientifiques. D'où l'étonnante contribution de ce peuple au savoir et à la pensée mondiale, ainsi que son histoire brillante et colorée. Que l'on se souvienne aussi que la gloire de l'Empire que fut la France est seulement la garantie d'une gloire de révélation divine que lui réserve l'avenir. Mais la France ne la connaîtra que lorsqu'elle cessera de vivre dans l'admiration de son passé et se tournera résolument vers l'avenir afin de faire la démonstration de l'illumination, but de tout effort mental. Quand l'intellect des Français sera tourné vers la découverte et l'élucidation des choses de l'esprit,
alors il apportera la révélation au monde. Quand le rayon égoïque dominera le troisième rayon, et que l'action séparative du cinquième rayon sera transmuée en la fonction révélatrice de ce rayon, la France entrera alors dans une nouvelle période de gloire. Son empire sera l'empire du mental et sa gloire, la gloire de l'âme. La faculté de gouverner, propre au rayon de la volonté ou du pouvoir, caractérise de toute évidence la Grande-Bretagne. L'Angleterre offre un exemple de l'art de diriger. Elle a eu pour fonction de tenter la première fédération de nations que le monde ait connue et de démontrer la possibilité d'un tel groupement. Les États-Unis ont fait quelque chose de semblable en réunissant des individus appartenant à des nations diverses en un État fédéré, composé de plusieurs États subsidiaires au lieu de nations subsidiaires. Ainsi fonctionnent ces deux grandes puissances. Leur vaste objectif est de donner en fin de compte à la planète un système de groupement dans les limites d'une nation ou d'un empire, impliquant néanmoins la notion internationale, symbole de la technique gouvernementale dans le Nouvel Âge. Sous l'angle de l'âme, le deuxième rayon de l'amour ou de l'attraction gouverne l'Empire britannique. Il y a un rapport entre cela et le fait que le signe astrologique des Gémeaux gouverne les États-Unis et Londres. Le mental fluide, mercurien, intuitif, est intimement allié à l'aspect divin de l'amour et de la compréhension. Il produit l'attraction et l'interprétation. Il est intéressant de noter que le quatrième rayon de l'harmonie, par le conflit, dont la puissance se fera sentir à nouveau d'ici peu, prédominera dans la destinée des Indes, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Autriche et du Brésil. C'est la raison pour laquelle il y a tant d'agitations préparatoires dans 4 de ces pays. Le sixième rayon de l'idéalisme est puissant en Russie, aux États-Unis, en Italie et en Espagne. C'est l'adhésion fanatique à un idéal qui est responsable des puissants changements survenus dans ces 4 pays. En Allemagne et en Italie, on peut voir aussi l'action harmonisante du quatrième rayon agissant par le conflit, d'où le procédé d'éclatement et de destruction des anciennes formes que l'on constate dans ces contrées et qui précède leur réaction adéquate à l'influence du rayon qui sous peu manifestera à nouveau son pouvoir. Il faut se souvenir qu'il en est des nations comme des individus et que la réaction à l'influence croissante du rayon de l'âme est toujours accompagnée d'une période de destruction. Cet accès de fièvre destructrice n'est toutefois que temporaire et préparatoire. L'Inde cache la lumière, et cette lumière, lorsqu'elle se répandra librement sur le monde et qu'elle sera révélée à l'humanité, rétablira l'harmonie dans l'aspect forme. On verra alors clairement les choses telles qu'elles sont, dégagées du mirage et de l'illusion. L'Inde même a grand besoin de cette lumière harmonisante qui, lorsqu'elle se manifestera, suscitera le fonctionnement correct du premier rayon du pouvoir ou du gouvernement. Alors, la volonté du peuple sera vue dans la lumière. C'est sous ce rapport que l'activité de la Grande-Bretagne renaîtra, car son rayon de la personnalité est le même que le rayon de l'âme de l'Inde. De nombreux sujets britanniques sont liés subjectivement à l'Inde par des incarnations antérieures et des rapports étroits. La querelle entre la Grande-Bretagne et l'Inde était dans une large mesure une affaire de famille, au sens le plus profond du terme, d'où son amertume. Il y a également un lien étroit, comme vous le savez, entre le quatrième et le second rayon, et cela aussi établit un rapport entre l'Angleterre et l'Inde. Ces liens multiples démontrent une destinée que ces pays doivent affronter conjointement. Sous l'influence de son rayon de la personnalité, le premier rayon, l'Allemagne a démontré une tendance statique et stabilisante qui s'est révélée dans ses vains efforts pour préserver une pureté de race, chose maintenant et en tout temps impossible. Cette qualité statique est une des caractéristiques de son premier rayon. Alors, petite parenthèse, ce que j'apprécie chez Alice Bailey, c'est que elle est dénuée de jugement de valeur. Son analyse est dénuée de jugement de valeur. Là, par exemple, elle fait allusion à la Deuxième Guerre mondiale. Elle ne va pas perdre de temps à redire l'Allemagne, le terrible génocide qu'elle a commis, blablabla. Elle analyse simplement les choses de façon factuelle par rapport au profil type du pays. Donc, elle dit que, elle a fait de vains efforts pour préserver une pureté de race. Chose maintenant et en tout temps impossible. J'aime bien cette analyse neutre, vous voyez, ça sort complètement des sentiers battus et ça change du jugement de valeur et ça signe le fait qu'elle est une initiée de haut niveau, quoi. L'énergie du quatrième rayon s'est manifestée dans ce pays par les efforts de standardisation et d'harmonisation poussés jusqu'au point de vouloir enrégimenter tous les éléments dans ses frontières. Alors, cette volonté d'harmonisation, donc là aussi, elle fait allusion au Troisième Reich qui voulait unir toute l'Europe. L'Allemagne le possède dans plein de domaines, en musique notamment. Ça a été l'Allemagne qui a unifié en fait hauteur du La à 440 Hz. Hertz d'ailleurs est un allemand.
Donc ils ont unifié les choses dans le monde de la musique, ils ont unifié les choses aussi dans le monde de l'automobile, puisque voilà, Rudolf Diesel a standardisé le fonctionnement du moteur diesel. Et c'est vrai que l'Allemagne a très très souvent ce rôle d'harmonisation. Et ça semble paradoxal hein, quand un pays fait la guerre pour harmoniser les choses. Mais en fait, c'est son inconscient collectif qui le pousse à faire ces choses. Ce fut pour l'Allemagne la ligne de moindre résistance, car en dépit du fait que le premier rayon n'est pas en manifestation en ce moment, la plupart des individus au pouvoir en Allemagne, pendant la guerre mondiale 1914-1945, appartenaient au premier sous-rayon des 7 rayons. Ils étaient donc inévitablement des transmetteurs de l'énergie du premier rayon. C'est pour cette raison que la Grande-Bretagne peut contacter la race allemande et manier les habitants de ce pays avec plus de compréhension qu'aucune autre nation ou qu'aucune des autres grandes puissances. Elles ont des qualités communes et l'un des services que peut rendre actuellement la Grande-Bretagne est d'aider à l'établissement de la paix mondiale et ainsi vivre à la hauteur de sa devise « Je sers » en agissant comme interprète. Une analyse approfondie de l'idéalisme de la Russie et de l'idéalisme des États-Unis pourront révéler une dissemblance dans le but de leur idéalisme. Le 7e rayon, gouvernant l'âme du peuple russe, l'amène vers la contrainte d'un cérémonial imposé, au rythme ordonné, conduisant à un ordre idéalisé et à une communauté d'intérêts. À cause de cela, et en raison du travail acharné imposé à ce peuple, certaines forces sont présentes et actives en Russie qui obligent la hiérarchie spirituelle de notre planète à une étroite surveillance afin de les manipuler convenablement. Les forces qui sont à l'œuvre en Russie ont trait à la magie de la forme, alors que la pure magie blanche concerne l'âme, ou l'aspect subjectif conditionnant l'aspect objectif. Ce qu'on appelle les forces noires ne sont pas plus actives en Russie que dans d'autres parties du monde, mais la réaction du peuple russe, sa tendance à l'imposition de la règle et de l'ordre, comporte une influence plus puissante de la magie du 7e rayon que dans le cas des autres nations. De même, l'Allemagne impose un ordre, un standard de vie, mais cela le fut nettement sous l'emprise des forces noires. Vous remarquerez que parmi les grandes nations, seulement le Brésil, la Grande-Bretagne et les États-Unis sont d'une façon bien déterminée sous l'influence du second rayon d'amour-sagesse. Ceci nous amène à la constatation d'un fait intéressant. La Grande-Bretagne est la gardienne de l'aspect sagesse, de l'énergie du 2e rayon pour la race aryenne. Les États-Unis rempliront le même rôle vis-à-vis du monde dans le proche avenir, tandis que le Brésil dépassera finalement l'une et l'autre de ces nations dans plusieurs milliers d'années. Ces trois races incarnent l'aspect attractif et cohésif du 2e rayon, et elles le manifesteront par la sagesse dans un gouvernement juste, fondé sur un véritable idéalisme et sur l'amour. La Grande-Bretagne représente cet aspect du mental qui s'exprime par un gouvernement intelligent, basé sur une compréhension juste et aimante. C'est là bien entendu l'idéal qui s'offre à elle, mais ce n'est pas encore un parfait accomplissement. Les États-Unis représentent la faculté intuitive, s'exprimant par l'illumination, à laquelle il faut ajouter le pouvoir d'amalgamer et de fusionner. À une date éloignée, le Brésil présentera au monde une civilisation qui réunira en son sein les différentes tendances, car elle sera basée sur le développement de la conscience abstraite. Celle-ci est une fusion de l'intellect et de l'intuition, et sert à révéler dans toute sa beauté l'aspect sagesse de l'amour. En ces jours difficiles, en cette époque d'agitation mondiale, il serait trop dangereux de m'exprimer plus clairement quant aux lignes que suivra le développement des futures civilisations. Alors, petite parenthèse, quand ce type de personne comme Alice Bailey a dit qu'il sera trop dangereux de s'exprimer quant au futur, ça veut dire qu'ils savent. Enfin, ce sont des gens qui savent ce qui se passera dans le futur proche. Vous voyez ? La destinée et le mode de fonctionnement des nations dans l'avenir se trouvent cachés dans leurs activités présentes. En raison de l'esprit trop nationaliste de la plupart de mes lecteurs, comme de l'importance primordiale qu'ils attachent à leur propre pays et à sa signification suprême, je ne peux que généraliser et indiquer les tendances du progrès dans ces grandes lignes. Le rôle de prophète est un rôle dangereux, car la destinée est entre les mains des peuples, et personne ne sait exactement comment le peuple agira lorsqu'il sera éveillé et éduqué. Le temps n'est pas encore venu où la masse du peuple de n'importe quelle nation aura la possibilité de voir le tableau dans son ensemble, ou qu'il lui sera permis de connaître la part exacte que sa nation jouera dans l'histoire des nations. Chaque nation, sans exception, a ses vertus et ses vices particuliers qui sont relatifs à son degré d'évolution, à la mesure dans laquelle elle est contrôlée par son rayon de la personnalité, à l'émergence du contrôle du rayon de l'âme et à son orientation intrinsèque générale. Il est bon de se rappeler que certaines nations sont négatives et féminines, et que d'autres nations sont masculines et positives. L'Inde, la France, les États-Unis, la Russie et le Brésil sont des nations féminines,
et constituent l'aspect maternel nourricier. Elles sont féminines dans leur psychologie, intuitives, mystiques, séduisantes, fastueuses et colorées. Elles démontrent aussi les défauts de l'aspect féminin. L'aspect matériel de la vie a pour elle une importance prédominante, ainsi que la pompe, les possessions, l'argent ou ses équivalents, comme symbole du côté forme de l'existence. Elles nourrissent maternellement les civilisations et les idées. La Chine, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie sont masculines et positives. Elles sont mentales et leur intérêt est principalement tourné vers la politique, le gouvernement, la standardisation et la loi. Elles sont occultes par inclination et conscientes du groupe, agressives, pleines de grandeur, ont un intérêt dans la loi et elles mettent l'accent sur la race et l'empire. Mais elles sont plus inclusives et pensent en termes plus vastes que ne le fait l'aspect féminin de la manifestation divine. Les relations nationales et les principales divisions intellectuelles sont également basées sur les influences des rayons. L'Espagne, l'Autriche et la France, étant gouvernées par les 7e, 5e et 3e rayons, sont en relation étroite. Cela s'est manifesté d'une façon des plus intéressantes au Moyen-Âge, époque où la destinée de ces trois nations fut intimement liée. La nation nouvellement formée des États-Unis est pareillement associée spirituellement et intimement sous l'aspect forme au Brésil, à la Russie et à l'Italie, d'où l'affluence initiale de certains types d'émigrants dans ce pays, d'où encore l'attirance que les contrées sud-américaines exercent sur la conscience américaine et la croissance, à tort ou à raison, de l'idéal panaméricain. Ces relations se situent toutes sur le plan de la forme et proviennent de l'énergie des rayons de la personnalité des nations impliquées. Le rayon de l'amour ou inclusivité, le rayon de l'intelligence active qui prédomine dans notre civilisation électrique moderne, et le 5e rayon de la science exacte, sont tous puissamment actifs en ce temps car ils déversent leurs énergies dans notre vie planétaire. L'influence du 7e rayon de l'ordre cérémoniel va se manifester de plus en plus par un nouveau rythme de vie, un nouvel ordre dans les affaires humaines. L'effet des énergies qui entrent en manifestation et des rayons qui sont actifs à un moment donné se fait sentir dans l'ordre suivant. 1. Perception d'un idéal. 2. Énoncé d'une théorie. 3. Croissance de l'opinion publique. 4. Application à la vie évoluante du nouveau modèle dont l'action se manifeste progressivement. 5. Production d'une forme basée sur ce modèle. 6. Fonctionnement régulier de la vie au sein de la nouvelle forme. Il ne faut pas oublier que chaque rayon incarne une idée qui peut être perçue comme un idéal. En temps voulu, les rayons produisent l'archétype mondial d'après lequel sont façonnées toutes les formes planétaires, témoignant par là du pouvoir profond du processus évolutif. Cette tendance à créer des modèles est reconnue par la psychologie moderne en ce qui concerne les êtres humains, et ces modèles émotifs et mentaux sont catalogués et étudiés. Il en est de même pour les nations et les races. Chaque rayon produit 3 modèles principaux qui sont imposés à l'aspect forme, qu'il s'agisse d'un homme, d'une nation ou d'une planète. Ces modèles sont le modèle émotionnel, incarnant l'inspiration d'un homme, d'une nation ou d'une race. Il est la somme totale de la tendance du désir à un moment donné. Le modèle mental, qui émerge ultérieurement et gouverne le processus de la pensée d'un homme, d'une nation ou d'une race. Les modèles émotionnels et mentaux sont les aspects négatifs et positifs de la personnalité d'un homme, d'une nation ou d'une race. Le modèle de l'âme est le but spirituellement prédisposant, le cercle infranchissable ou destiné, que le principe spirituel réussit en fin de compte à imposer à la personnalité d'un homme, d'une nation ou d'une race. Le modèle de l'âme remplace et oblitère finalement les 2 processus antérieurs de production de modèles. Si par exemple l'énergie du 5e rayon, qui est le rayon de l'âme de la nation française, parvient à faire sentir sa puissance au milieu de la tension et de la détresse mondiale présente, alors l'opportunité de prouver au monde le fait de l'âme et de faire la démonstration du contrôle de l'âme sera la gloire suprême de la France. Le modèle de l'âme pourrait être traduit par le génie de l'intellect français en termes compréhensibles pour l'humanité, ce qui pourrait donner naissance à une véritable psychologie de l'âme. Dans le passé, le génie de l'Allemagne s'est souvent exprimé suivant la ligne du rayon de son âme, le 4e rayon, et c'est par la puissance que ce rayon que l'Allemagne a pu apporter une si riche contribution à la musique et à la philosophie dans le monde. Actuellement, ce n'est pas l'âme que l'Allemagne exprime, une personnalité dominatrice et agressive a engendré le plus grand mal. Mais à mesure que le temps passe et que l'Allemagne apprend la leçon nécessaire, le modèle de l'âme sera à nouveau imprimé dans la conscience allemande. Il faut aider l'Allemagne à recouvrer la vision de cet idéal. Si l'idéal de justice de l'Angleterre, qui est le modèle du rayon de sa personnalité, peut être transformé par le rayon de son âme, le second rayon de l'amour, en un service mondial juste et intelligent, alors elle donnera au monde le modèle de ce vrai gouvernement qui est l'expression du génie de l'âme britannique. Alors là, il me semble que ce qu'est en train de dire Alice Bailey, bon, il faut lire entre les lignes, hein,
mais ce serait que l'Angleterre aurait un rôle à jouer dans l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Parce que je relis ce passage. Euh, si l'idéal de justice de l'Angleterre peut être transformé euh, en un service mondial juste et intelligent, alors elle donnera au monde le modèle de ce vrai gouvernement. Je continue. Si l'idéalisme des États-Unis d'Amérique peut être illuminé par la loi d'amour, au lieu d'être l'expression des tendances de la personnalité, alors le modèle sous-jacent à la structure de ce pays apparaîtra en ligne de lumière et nous pourrons voir une lumière raciale remplacer les multiples lignes nationales séparatives. À présent, c'est le rayon de la personnalité qui gouverne les États-Unis. Une étude attentive des principes que chaque nation défend sera des plus révélatrices et nous permettra de découvrir le modèle sous-jacent de l'égoïsme de la personnalité ou le modèle des buts de l'âme. L'âme de l'Italie est régie par le sixième rayon, d'où sa dévotion à son passé et à l'ancienne gloire que fut Rome, car ceci est étroitement lié à l'aspect mémoire de l'âme et au concept de la restauration de l'Empire romain. Mais comme c'est le rayon de l'âme qui est sous l'influence du sixième rayon, il est intéressant de noter que l'Italie poursuit ses plans avec très peu de haine et avec un minimum de persécution et de ressentiment. Elle tient fermement à la paix, quoi qu'en pensent les gens sous l'influence d'une propagande nationaliste et des opinions exprimées par les journaux. Comme vous le savez, sa devise ésotérique est « Je fraye les chemins ». C'est ce qu'elle doit en définitive réaliser au sens spirituel comme au sens littéral. Dans le lointain passé, Rome fut la grande bâtisseuse de routes en Europe. Aujourd'hui, la race britannique, qui est en grande partie constituée par des Romains réincarnés, d'où les sentiments amicaux qui existent entre les deux peuples, en dépit des apparences, a construit les premières voies de chemin de fer. Tout ceci concerne le côté matériel. Du point de vue spirituel, ainsi que je vous l'ai dit dans un livre antérieur, l'inspiration et la réorientation dans le domaine religieux auront Rome pour point de départ, car le Maître Jésus reprendra le contrôle de l'Église chrétienne, essayant de la réorganiser et de la spiritualiser à nouveau. De la chair du pape à Rome, le Maître Jésus va tenter de rendre à cette grande branche des religions mondiales son pouvoir spirituel, le libérant de son autoritarisme comme de sa puissance politique temporelle. Le sixième rayon est celui de la personnalité des États-Unis. Il est à l'origine de la plupart des difficultés de ce pays en tant que personnalité. Il est aussi à la base de son violent désir de vivre qui l'incite à la sexualité et au matérialisme. Mais celui-ci est très différent du matérialisme français, car le citoyen des États-Unis n'attache de valeur à l'argent qu'en raison du standard de vie que sa possession peut lui permettre et des possibilités qu'il lui donne. Cette influence du sixième rayon explique aussi la réaction rapide du continent américain à toute forme d'idéalisme, aux besoins des autres, même de ses ennemis. C'est le motif de sa compassion pour toutes les souffrances, comme de son progrès marqué vers un humanitarisme bien déterminé. Les Américains peuvent appeler cet humanitarisme idéal démocratique, mais c'est en vérité quelque chose qui, prenant son origine dans la démocratie, finira par la dépasser. L'idéal d'un gouvernement spirituel, un gouvernement par les citoyens les plus élevés et les plus spirituellement évolués. D'où leur devise ésotérique pas encore réalisée, j'éclaire la voie. Les différentes formes du gouvernement prévalant aujourd'hui dans le monde, après avoir fait leurs grandes expériences et contribué par là à l'expérience générale, avanceront sur le chemin de l'autorité éclairée grâce aux intelligences illuminées de l'époque. Ce développement est certain et inévitable. Ceux qui ont des yeux pour voir et qui ont développé la vision intérieure peuvent en apercevoir les signes. Sous l'angle de l'humanité, la Russie offre de notre temps un intérêt particulier car elle est sous la double influence du septième rayon gouvernant son ego et du sixième rayon gouvernant sa personnalité. Il en résulte un terrible conflit entre la cruauté fanatique du sixième rayon et l'innocuité spirituelle qui est le principe à la base de son idéologie nationale. De là proviennent aussi la matérialité de plusieurs classes importantes de sa population et la fraternité essentielle imposée par l'idéalisme et l'aspiration mystique du génie russe, fraternité exprimée par le peuple dans son ensemble. La devise spirituelle de la Russie est tout à fait appropriée, je relie deux voies. Elle n'est pas encore réalisée, mais elle en prend le chemin aux yeux de ceux de nous qui peuvent voir du côté intérieur de la vie. Lorsque le peuple russe sera parvenu à une compréhension plus véritable, son rôle sera de relier l'Est et l'Ouest, ainsi que le monde du désir et celui de l'aspiration spirituelle, le fanatisme engendrant la cruauté et la compréhension produisant l'amour, un matérialisme foncier et une sainteté parfaite, l'égoïsme d'un régime matérialiste et le dévouement d'un peuple mystique aux tendances spirituelles. Tout cela d'une façon bien définie et particulière. Au-delà des frontières fermées de ce mystérieux et magnifique pays, un grand conflit spirituel se poursuit. Le rare esprit mystique et la véritable orientation religieuse du peuple sont la garantie éternelle de l'émergence finale d'une religion et d'une culture véritable et vivante.
de la Russie, symbole de l'Arjuna mondial, dans un sens très spécial, surgira cette nouvelle religion magique dont je vous ai souvent entretenu. Elle sera le produit de la grande et imminente approche entre la hiérarchie et l'humanité. Par ces deux centres de force spirituelle, où luit toujours les lumières qui viennent de l'Est, l'Ouest sera illuminé et la radiation du soleil de justice inondera le monde. En ce qui concerne la Russie, je ne fais pas illusion ici à l'imposition d'une idéologie politique, mais à l'apparition d'une grande religion spirituelle qui justifiera la crucifixion de cette grande nation et dont le foyer sera une grande lumière spirituelle projetée par un Russe éminent, représentant de la véritable religion. L'homme dont l'apparition a été tant attendue par tant de Russes justifiera une très ancienne prophétie. L'ego de l'Espagne est sous l'influence du 6e rayon et sa personnalité sous l'influence du 7e rayon, renversant ainsi les forces qui s'expriment par l'esprit russe. L'Espagne sert aussi de lien dans l'ajustement du monde, mais cette fois le lien est entre l'Europe et l'Afrique. Ce rôle a déjà été tenu par l'Espagne dans le passé. De ce fait, nous apercevons que les rapports entre l'Espagne et la Russie étaient inévitables et que l'idéologie de cette dernière ne pouvait manquer d'influencer le gouvernement national espagnol. De ce fait, également, l'Espagne devait inévitablement servir de champ de bataille aux deux grandes idéologies, le fascisme et le communisme. Le triomphe du parti fasciste était également inévitable dès le départ à cause du rapport égoïque existant entre l'Espagne et l'Italie, ainsi que la proximité des deux pays, ce qui a grandement facilité l'impression télépathique de l'idéal fasciste dans la conscience sensible et préparée de l'Espagne. Quant au fanatisme, à la cruauté naturelle, à l'idéalisme fervent, à l'orgueil arrogant et aux qualités religieuses et mystiques du caractère espagnol, elles ont de toute évidence leur origine dans l'influence du 6e rayon et sont fortement cristallisées. On peut remarquer aussi que l'intense individualisme de ce peuple fait partie du conditionnement dû au 7e rayon de sa personnalité. La devise spirituelle, je disperse les nuages, indique le travail magique qui incombe en définitive à l'Espagne et qui se réalisera plus tôt qu'on ne le prévoit, établissant ainsi dans ce pays hautement intelligent et individualiste l'équilibre nécessaire entre le domaine de la magie scientifique et l'œuvre magique de l'Église future. C'est là une prophétie dont la réalisation est trop éloignée pour que notre génération ou la suivante la vérifie, mais elle a ses racines dans les caractéristiques nationales et dans la loi des probabilités. Nous avons considéré les rayons des grandes puissances et ceux des puissances de l'Axe, l'Allemagne et l'Italie. Mais cette méthode peut être appliquée à n'importe quelle nation ou race et serait du plus grand intérêt pour les étudiants d'histoire. 3. Les nations et les signes qui les gouvernent. Il y a encore plusieurs angles sous lesquels nous pourrions aborder ce sujet, examinant ce qui prédispose les personnes, les nations et les races à suivre certaines lignes d'action, les rendant antisociales ou coopératrices et déterminant leurs relations les unes avec les autres. Le cours de ces événements, à une époque déterminée, peut ne pas refléter véritablement cette destinée plus profonde. Il pourrait être intéressant de continuer notre étude en considérant certaines nations et les signes astrologiques qui les gouvernent. Ce serait un point de vue pratique, bien que des plus discutables. En effet, cela ne se rapporte en aucune façon à la situation géographique de ces contrées, mais concerne la destinée, l'avenir et le karma, le passé, de l'humanité même, différenciée en nationalités, vivant à certaines époques sur certains territoires et constituant ainsi cet amalgame de formes que nous appelons nation ou race. Fondamentalement, les âmes qui s'incorporent à ces nations ou à ces races demeurent libres de toute identification avec ces formes nationales ou raciales, jusqu'au moment où de telles âmes peuvent s'exprimer par ces formes. Par conséquent, jusqu'à ce que les astrologues en sachent davantage concernant l'astrologie de groupe et sachent comment déterminer les influences passées aussi bien que les prévisions, il ne leur sera pas possible d'indiquer correctement les signes qui régissent les divers pays et nations, ils ne pourront donc pas contrôler l'exactitude des exposés qui suivent. Nous appelons ésotériquement astrologie essentielle l'astrologie concernant le passé, par opposition à l'astrologie prophétique. Les facteurs conditionnants du passé sont la base essentielle de l'expression du présent et des événements affectant la famille humaine à un moment donné. De la connaissance des règles qui devraient présider au procédé, appelé parfois rectification d'un horoscope, ces règles qui ne sont pas encore comprises, quand le moment exact de la naissance est ignoré, naîtra la science future par laquelle on pourra déterminer les faits du passé engendrant les circonstances présentes. Vous noterez que je fais soigneusement la distinction entre pays et nation, car ces deux termes ne sont pas synonymes et le seront de moins en moins dans l'avenir. Par exemple, la nation britannique est une grande synthèse de peuples, de même que les États-Unis d'Amérique et dans une moindre mesure le Brésil et l'Argentine. La situation présente, due à la guerre, intensifie une migration commencée vers 1900 et qui conduit continuellement d'un lieu à l'autre, d'un pays à un autre,
non seulement des individus isolés, mais encore des groupes entiers. Cela tend à produire une inévitable fusion, un croisement de races engendrant un combiné racial en constante antinomie avec ce qui a été appelé la pureté de la race. Cet effort de ségrégation et de pureté raciale est une utopie. Le passé les rend impossibles car un sang mêlé court dans toutes les veines. Mais cette tentative est le propre de certaines cultures modernes, heureusement en minorité, car elles sont anti-évolutives et leur objectif est tout à fait impossible à atteindre, puisque cette pureté est inexistante dès le départ. Cette tendance à la ségrégation raciale, si remarquable chez les Juifs et les Allemands, est une forme d'isolationnisme et représente nécessairement un aspect du matérialisme lié à la personnalité de l'humanité et non à l'aspect âme. Les effets en sont séparatifs et nourrissent l'orgueil individuel et national. Ceci va à l'encontre du vrai progrès humain qui tend à des relations humaines de plus en plus étroites, à l'intégrité humaine au sens exact du mot, ce qui amènera inévitablement la reconnaissance de l'unité vitale de l'humanité. Les nations et les races en tant que telles ne seront plus considérées comme d'importance primordiale. Cet esprit isolationniste fut à un moment donné un danger pour les nations neutres, en particulier pour les États-Unis. Un avertissement physique relatif à ce danger leur fut donné par ces orages magnétiques qui coupèrent le continent américain de l'Europe et disloquèrent les relations entre les États mêmes de l'Amérique. Le monde est un et sa souffrance est une. En vérité, l'humanité est une unité. Mais beaucoup l'ignorent, et tout l'enseignement présent tend à éveiller l'humanité à ce fait, pendant qu'il en est encore temps d'éviter une situation plus grave encore. Les péchés de l'humanité sont aussi un seul péché. Son but est un, et c'est comme une grande famille humaine que nous devons émerger dans l'avenir. Je voudrais insister sur cette pensée. Dans l'avenir, nous devons émerger fondus en une humanité purifiée, disciplinée, illuminée et fusionnée. Ceux qui ne saisissent pas ce fait important, qu'ils soient belligérants ou neutres, souffriront profondément par la suite du fait de leur non-participation au sort de l'humanité en tant que tout. L'isolationnisme et l'attitude super-raciale du peuple allemand égaré sont dus à la nature formelle avec ses tendances séparatives et sa fausse échelle de valeurs. Mais l'attitude des puissances neutres, voilée par de belles formules d'un idéalisme douteux, et qui se tiennent à l'écart des événements présents, est aussi fausse. La hiérarchie n'est pas neutre. Elle est avec les éléments justes dans toutes les nations et se dresse contre toute attitude séparative, isolationniste et matérialiste, car de telles attitudes empêchent de saisir les véritables valeurs spirituelles et font obstacle au développement humain. L'identification avec tous et la participation aux conditions mondiales, volontairement ou par force, constitue aujourd'hui l'unique voie de sortie pour tous les peuples. Réfléchissez à cela. L'identification avec tous et la participation aux conditions mondiales, volontairement ou par force. Bon. Il est évident que les nations, de même que les individus, réagissent sous l'influence de leurs rayons, celui de leur personnalité et celui de leur âme, et c'est un fait d'une importance vitale pour les ésotéristes, un fait peu connu jusqu'ici ou mal compris. Par conséquent, ce que je vous donne à ce sujet est neuf du point de vue exotérique. Cette information requiert toute votre attention, soit qu'elle vienne de moi, soit qu'elle émane d'autres sources si vous voulez parvenir à une réelle compréhension de la situation et par suite à une coopération utile avec les forces de la lumière. Je vous donnais ici les influences présentes conditionnant la personnalité des nations, indiquant les signes du zodiaque qui les gouvernent, présumant que vous considérez avec attention ce que je vous communique et qui a une signification vitale en ce temps. Cela prendra pour vous un relief particulier si vous comparez ces données avec celles que je vous ai transmises concernant les rayons des nations, dans le premier volume du traité sur les 7 rayons. Je voudrais vous rappeler qu'au cours des siècles, les nations renaissent plusieurs fois ou s'incarnent dans une nouvelle forme que nous pourrions appeler période, si elle est sans importance, ou civilisation, si elle est suffisamment significative et digne de considération. Par conséquent, le rayon de la personnalité et les influences qui la gouvernent changent fréquemment. On l'oublie souvent parce que les cycles sont bien plus vastes que ceux de l'incarnation humaine. Je désire vous signaler en outre que le tableau des signes ci-joints n'est qu'en partie conforme à celui que l'on donne ordinairement des signes du zodiaque assignés aux différents pays. Je vous donnerai 2 signes par pays. Le premier sera le signe de l'influence qui émerge et gouverne l'ego ou l'âme d'un pays ou d'une nation. L'autre, celui qui gouverne à présent le rayon de la personnalité de ce pays et qui, de ce fait, conditionne les masses. Donc, ça sera classé par pays, signe gouverneur, rayon égoïque, signe gouverneur, rayon de la personnalité. Pays, Allemagne. Bélier, premier. Rayon égoïque, quatrième. Signe gouverneur, Poisson, 12e. Rayon de la personnalité, premier. Argentine, Cancer, quatrième. Non communiqué. Balance, septième. Non communiqué. Autriche, Balance,
septième, quatrième, Capricorne, dixième, cinquième. Belgique, Sagittaire, neuvième, non communiqué. Gémeaux, troisième, non communiqué. Brésil, Lion, cinquième, quatrième, Vierge, sixième, second. Chine, Taureau, deuxième, premier, Balance, septième, troisième. Espagne, Sagittaire, neuvième, sixième, Capricorne, dixième, septième. Bon, je vais vous passer tout le tableau qui est très laborieux. Je vais juste vous dire pour la France. Donc, signe gouverneur Poisson, 12e, rayon égoïque 5e, signe gouverneur Lion, 5e, rayon de la personnalité 3e. Note, le tableau ci-joint est établi suivant l'ordre alphabétique et non d'après l'importance ou l'influence de l'univers. N'oubliez pas que l'âme des peuples est représentée par ceux qui réagissent aux influences du rayon de l'âme et aux signes qui l'affectent, son ascendant pourrait-on dire, tandis que les masses sont conditionnées par le rayon de la personnalité et par conséquent par le signe solaire de la nation désignée. Il me semble aussi que l'indication des signes qui gouvernent les capitales de certains de ces pays aurait de la valeur. Le foyer de la réaction immédiate des citoyens d'une nation se discerne souvent à la qualité, si je puis dire, de leur capitale et aux décisions qui y sont prises. Je voudrais de même vous signaler que l'Empire britannique a plusieurs sections principales distinctes qui sont elles-mêmes régies de façon précise par certains signes gouverneurs. Par conséquent, avant de donner les signes régissant les capitales, je voudrais vous indiquer les influences qui contrôlent l'Empire britannique par l'intermédiaire des parties qui le composent. Elles constituent un facteur important dans les événements actuels en raison du rôle prépondérant que joue la Grande-Bretagne et régit la Grande-Bretagne dans les événements de ce temps. Comme vous le remarquerez, la Grande-Bretagne est régie par les Gémeaux et le Taureau. Par conséquent, les principes de la multiplicité et de l'intégration sont présents simultanément. La dualité, la triplicité, Angleterre, Écosse, Pays de Galles, et aussi la différenciation conditionnent les aspects de l'Empire. Sous le contrôle majeur des Gémeaux et du Taureau, les forces suivantes sont actives. Australie, gouverneur égoïque, Vierge, 6e. Gouverneur de la personnalité, Capricorne, 10e. Canada, gouverneur égoïque, Taureau, 2e. Gouverneur de la personnalité, Balance, 7e. Inde, gouverneur égoïque, Bélier, 1er. Gouverneur de la personnalité, Capricorne, 10e. Nouvelle-Zélande, gouverneur égoïque, Gémeaux, 3e. Gouverneur de la personnalité, Vierge, 6e. Afrique du Sud, gouverneur égoïque, Bélier, 1er. Sagittaire, 9e. Cela constitue les divisions majeures. Il y en a de mineures, mais je ne m'en occupe pas ici. Ces contrées sont reliées à la nation mère par le gouverneur planétaire. Cette information vous fournit une suggestion précise. Les signes zodiacaux établissent un rapport, mais les planètes ont plus d'influence à ce stade de l'évolution. Il n'entre pas dans mes intentions de vous donner les signes gouvernant les capitales de tous les pays. Je ne m'occupe que des plus importants. Pays Allemagne. Capitale Berlin, gouverneur de l'âme Scorpion, 8e, gouverneur de la personnalité Lion, 5e. Belgique, Bruxelles, gouverneur de l'âme Gémeaux, 3e, gouverneur de la personnalité Capricorne, 10e. États-Unis, Washington, gouverneur de l'âme Cancer, 4e, gouverneur de la personnalité Sagittaire, 9e. France, capitale Paris, gouverneur de l'âme Vierge, 6e, gouverneur de la personnalité Capricorne, 10e. Grande-Bretagne, Londres, gouverneur de l'âme Lion, 5e, gouverneur de la personnalité Balance, 7e. Italie, Rome, gouverneur de l'âme Taureau, 2e, gouverneur de la personnalité Lion, 5e. Pologne, Varsovie, gouverneur de l'âme Capricorne, 10e, gouverneur de la personnalité Poisson, 12e. Russie, Moscou, gouverneur de l'âme Taureau, 2e, gouverneur de la personnalité Verseau, 11e. Une analyse des signes qui régissent les différents pays fera ressortir certaines conditions frappantes et apportera des explications vitales même à ceux qui ne possèdent que des connaissances limitées en astrologie ésotérique. Par exemple, le Capricorne apparaît rarement comme signe gouvernant l'expression égoïque d'une nation, mais il gouverne très souvent la manifestation de la personnalité ou pays exotérique. L'Autriche, la Grèce, l'Inde, le Japon et l'Espagne ont le Capricorne comme régent de leur personnalité, indiquant le vieillissement, la cristallisation, le matérialisme. Une brève étude des conditions et du degré d'évolution de ces pays fera ressortir la justesse de cette assertion.
dans la prochaine grande race succédant à celle-ci, le Capricorne apparaîtra comme le signe régissant l'expression égoïque, car l'âme aura alors un plus grand contrôle, et certains groupes importants d'êtres humains, ceux qui composent les nations actuelles, seront prêts à l'initiation sur le sommet de la montagne du Capricorne. Je ne puis analyser ceci longuement, néanmoins j'aimerais signaler à votre attention 2 ou 3 points qui pourront vous guider et vous éclairer. De cette façon, les astrologues qui ont des dispositions pour l'ésotérisme auront des indications qui faciliteront leurs futures recherches en les mettant sur la bonne voie. Cependant, le sujet est suffisamment obscur pour décourager la plupart des gens. Les rapports à établir ne peuvent être basés sur un point de départ défini, ainsi qu'il est quelquefois possible lorsqu'il s'agit d'horoscopes individuels, mais sur l'effet d'énergie provenant directement des signes eux-mêmes ou par la voie de certains gouverneurs planétaires, exotériques, ésotériques ou hiérarchiques. Ces effets sont à leur tour conditionnés par le jeu combiné des énergies des rayons qui régissent l'âme ou la personnalité de la nation ou du pays considéré. Le problème se complique du fait qu'il faudra établir une distinction entre l'horoscope du territoire qu'une nation occupe et l'horoscope des citoyens qui composent l'unité appelée nation. Certaines nations sont fluides, pas encore intégrées convenablement, c'est partout le cas des masses. D'autres sont des entités exprimant pleinement leur personnalité. D'autres sont cristallisées et touchent au terme de leur manifestation en tant que personnalité. D'autres encore commencent à réagir à l'influence du rayon de leur âme, donnant lieu à une nouvelle période de fluidité avant que n'apparaisse le caractère définitif de l'entité initiée. Enfin, un petit nombre est encore à l'état embryonnaire. Ces considérations font apparaître plus clairement l'extrême difficulté de cette science. Il ne faut toutefois pas se décourager, car c'est une science sujette à des moments d'intense illumination, quand l'intuition révèle soudain des lois déterminantes, et lorsque la faculté de penser, abstraitement et synthétiquement, commence à déverser des flots de lumière sur les problèmes les plus ardus et les plus complexes. Lorsqu'un nouveau cycle de paix s'établira dans le monde et qu'une nouvelle occasion de développement de la conscience se présentera, on découvrira que ce facteur embryonnaire que nous appelons intuition s'épanouit et devient une expression de la conscience humaine, aussi reconnaissable que le pouvoir intellectuel et la perception mentale actuelle de la race. Jusque-là, l'astrologue devra poursuivre sa recherche avec espoir, mais ne peut encore s'attendre à une pleine compréhension des données si exposées. Voilà, on finira là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour donc une 3e partie.